Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition à la une de l'actualité ce soir. Crise dans le secteur éducatif. Le 10e plan d'action des syndicats d'enseignants entamé aujourd'hui. Le secrétariat exécutif national du syndicat national de l'éducation et de la formation précise que la revalorisation du système de rémunération est indispensable pour une sortie définitive de crise. À suivre dans ce journal le compte-rendu de leur face-à-face avec la presse. Santé, le Sénégal aura bientôt son vaccinopole à Diamniadio, infrastructure qui permettra au pays de fabriquer en grande quantité des vaccins contre la rougeole et aussi contre le coronavirus. À suivre les précisions du directeur de l'Institut Pasteur, Dr Amadou Sall, dans ce journal. Apprentissage de la langue turco-sénégale, le centre culturel Younous Emre vient en appui. La structure présente dans 9 pays dont le Sénégal a aussi pour objectif de raffermir les liens entre le Sénégal et la Turquie, à suivre tout à l'heure. À la découverte dans ce 1945 du sanctuaire marial érigé à Elinkine dans le département d'Oussouye depuis 2012, le lieu saint, à l'instar de Popenguine, reçoit chaque année des milliers de pèlerins venus vivre leur foi dans ce sanctuaire marial situé au sud du Sénégal. À suivre le reportage d'Assanba en fin d'édition dans notre rubrique découverte. Les syndicats d'enseignants entament leur 10e plan d'action aujourd'hui. Dans ce bras de fer avec l'État, les élèves, eux, s'organisent pour ne pas désapprendre. Ils valsent entre révision à la maison et cours de renforcement en attendant une sortie de crise définitive. Ces élèves avouent également vouloir une prolongation de l'année scolaire pour pouvoir rattraper le temps perdu. Papa Madjer Khatessa, reportage. Une cour vide et des salles de classe closes campent le décor au SEM HLM Grand Yoff. Dans l'ombre de cet arbre, ce groupe d'élèves continue de vivre au rythme de la grève des professeurs. Une période difficile pour ces jeunes. Au début, on nous disait de faire des efforts quand on est en classe d'examen et on doit tout faire pour passer. Et maintenant, avec les grèves là, on est désactivé, on n'a plus d'ambition, on n'a plus envie de faire cours. Quand je me réveille le matin, déjà je suis obligée d'aller prendre le bus, venir ici. Quand je viens, on me dit qu'il n'y a pas cours et je suis obligée de rentrer chez moi. Ça va être un peu compliqué de se réveiller chaque jour le matin, prendre le bus, venir et on te renvoie encore pour te dire qu'il n'y a pas cours. Chacune d'elles s'organise à sa manière pour rester concentrée sur les études malgré ces perturbations notées depuis plus de 2 mois. Chaque jour, je rentre, je révise. Si je viens, je me réveille tôt le matin pour quitter là-bas et venir ici, faire des révisions et partir. Et on vient ici, rien du tout. À la maison, j'apprends. Il y a mon papa qui est là-bas, il m'aide avec mes études. En plus de cela, lorsque je descends ici, je fais des cours de renforcement. Et à la maison, je m'exerce. Ndella Samb, élève en classe de 3e, va passer l'examen du BFM à la fin de cette année scolaire. Elle est favorable à un prolongement de celle-ci. Ça serait une excellente idée parce que déjà on a assez perdu de temps. Parce que ça fait 2 mois qu'on n'a pas fait cours, on a assez perdu de temps. Comme ça on pourra rattraper parce qu'il y a beaucoup de cours qu'on n'a pas fait, surtout les matières scientifiques. Au CM HLM Grand Yoff, comme dans toutes les écoles du pays, les élèves ont fini de s'habituer aux journées de débrayage de grève générale de leurs professeurs. Lassés par ces journées mortes, ils prient pour un retour à la normale au plus vite. En attendant un retour à la normale, le secrétariat exécutif national du syndicat national de l'éducation et de la formation a fait face à la presse pour apporter des propositions pour une sortie de crise du milieu éducatif. Mais pour le directeur du SNEF, il ne s'agit pas seulement d'une revalorisation du système de rémunération. Oui, il précise en outre que la grève va se poursuivre jusqu'à l'épurement de toutes les revendications des syndicalistes. Aïssatou Kane y était. Le compte rendu.
Le syndicat national de l'éducation et de la formation s'implique dans la situation de l'école sénégalaise. Le directeur général a apporté des propositions au chef de l'État pour une sortie de crise. Nous avons proposé à l'État du Sénégal d'une augmentation de 450 000 à 650 000 francs selon la carrière de l'enseignant, c'est-à-dire selon son corps et son grade, pour mettre fin à cette crise. Mais aussi proposer à l'État du Sénégal un salaire pour les professeurs et les maîtres contractuels, un salaire qui varie entre 250 000 à 350 000 francs et une augmentation de 50% pour les indemnités de fonction. Mais aussi une organisation des compétitions pour les inspecteurs, parce que la nomination des inspecteurs est injuste. La revalorisation du système de rémunération est un point important, mais pas que. Raison pour laquelle le directeur général du SENEF met en cause la responsabilité de l'État. Que s'il y a blocage au niveau de l'école, c'est parce qu'il y a un manquement ou bien un manque de sérieux de la part de l'État, mais aussi de la part de certains syndicats qui n'ont pas dit la vérité aux enseignants. La politique de l'État, c'est de mettre en mal les enseignants et la population, ça ne peut pas se passer. Parce que ce n'est pas un problème d'argent seulement, mais il y a beaucoup de points de revendication que l'État fuit. Il ne veut pas y prononcer. Et tous ces points de revendication riment avec notre carrière. Il n'est plus question de sauver une année, mais de régler de façon définitive les maux qui gangrènent l'éducation. On demande une augmentation comme les autres corps, mais qu'on règle les points qui sont tellement essentiels et qui touchent notre carrière avant qu'on nous parle de lever le mot d'ordre de grève. Nous, en tant que structure syndicale, nous allons continuer la lutte jusqu'à satisfaction totale. Et on alerte les autres syndicats qui sont autour de la table de négociation que cette année, ce n'est pas une année où on dit qu'on va sauver l'année. On va régler tous les problèmes de l'école une bonne fois pour toutes, pour rester pendant au moins 12 ans ou bien 10 ans sans parler de grève. Le secrétariat exécutif national du syndicat national de l'éducation et de la formation demande à tous les enseignants d'être unis et de faire bloc. Le Sénégal ainsi donc secoué ces derniers temps par des tensions sociales, des problèmes sont notés dans certains secteurs comme l'éducation, la santé, le marché avec la hausse des prix des denrées de première consommation. Et pour certains citoyens, cette situation était inévitable du fait de certaines failles notées dans la gestion, dans la gouvernance. Ils espèrent néanmoins qu'avec un nouveau gouvernement, les choses vont s'améliorer. Le reportage d'Ami Diouf. La santé, l'éducation, la cherté de la vie, tant de problèmes qui hantent le quotidien de la population sénégalaise. C'est la cherté de la vie qui est à l'origine de toutes ces tensions sociales si l'on se fie à cette vendeuse de jus. La vie est devenue chère. Rien ne va au Sénégal. L'électricité, l'eau, l'éducation, la santé, on n'en parle même pas. C'est ce problème qui est à l'origine de toutes ces tensions. Si on n'a pas de quoi manger, on ne peut pas être heureux. Cette situation était inévitable, c'est du moins l'avis d'Abdou Aziz Sakho. La tension sociale, c'est inévitable. Hein? C'est partout dans le monde. C'est partout dans le monde. Je vais vous donner un exemple. Nous, secteur Bignonek. Cette sûreté est notée partout dans le monde. Je vous donne juste un exemple dans notre secteur. Auparavant, je payais 3 000 € pour transporter mes conteneurs, mais le prix est passé de 3 000 à 9 000 €. Donc, il y aura forcément un changement. Au niveau national, c'est inévitable. Partout dans le monde. Ces Sénégalais font beaucoup d'espoir sur le futur nouveau gouvernement annoncé par le chef de l'État.
Si le président fait son travail sans que son gouvernement l'aide, les gens penseront qu'il ne travaille pas parce qu'il ne peut pas régler les choses tout seul. Nous avons un immense espoir sur son nouveau gouvernement. Nous espérons beaucoup du nouveau gouvernement. J'espère qu'avec eux, ça va changer. La population demande au gouvernement de décanter la situation le plus rapidement possible, avec comme priorité le secteur éducatif, mais aussi la baisse des prix des denrées de première nécessité. Parlons politique. En plus bref, cour d'appel de Kaolack, Pape Demba Bitèye a décidé de retirer son recours qui a été introduit à la suite de la publication des listes provisoires des élections locales. Il a ainsi félicité le nouveau président du conseil départemental de Kaolack, Ahmed Youssouf Benjeloun, et promis de l'accompagner dans sa mission. D'ici la fin de l'année, le Sénégal sera en mesure de produire en grande quantité des vaccins contre la rougeole, mais aussi contre le coronavirus après la construction d'un vaccinopole à Diamniadio. Ce projet de l'Institut Pasteur Dakar, soutenu par l'Allemagne, va permettre au Sénégal d'être autonome pour les vaccins du programme élargi de vaccination. Les précisions de Dr Amadou Sall, directeur de l'Institut Pasteur Dakar, au micro de Babacar Seck. C'est un projet qui fait 220 millions de dollars et pour lequel nous travaillons avec différents partenaires, dont l'Allemagne, donc qui a mis justement des ressources sous forme de dons et avec lequel nous avons un partenariat à travers la firme BioNTech. Donc sur ce site, à la fin de cette année, on va avoir justement 2 usines, une dédiée à la fièvre jaune, qui est l'activité que nous faisons déjà, une deuxième usine qui est dédiée à la production de vaccins Covid et d'autres vaccins du programme élargi de vaccination, les vaccins épidémiques. Et on va avoir aussi un hébergement des nouveaux conteneurs que BioNTech va amener pour justement faire des vaccins à partir de l'ARN messager. Donc c'est ce qui est prévu sur ce site. L'objectif étant qu'à terme nous soyons autonomes en matière de vaccins, non seulement pour le Sénégal, mais de contribuer à 60% de la production locale qui est aujourd'hui que de 1% et qu'on veut ramener à l'horizon 2040 à 60%. Donc ce projet du Sénégal est un projet qui concerne toute l'Afrique et pour lequel notre expérience de producteur depuis 1937 va être mise en valeur et va permettre justement de mettre cette compétence au service de toute l'Afrique pour vacciner les Africains et éviter que des épidémies comme celle qu'on a la Covid puissent se répéter dans un contexte où nous n'avons pas de vaccin et qu'il faille en importer. Et justement, vaccin anti-Covid-19, ce 23 février marque 1 an, jour pour jour, le lancement de la campagne de vaccination anti-Covid au Sénégal. Et selon des données du ministère de la Santé et de l'Action sociale, à ce jour, le Sénégal a fait vacciner 1 441 510 personnes contre le coronavirus. Stade Abdoulaye Wade, inauguré hier, Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, bien sûr. Quelles retombées économiques le secrétaire exécutif de l'Observatoire de la qualité des services financiers demande à l'État de créer un comité de gestion pour rentabiliser cette infrastructure. Habib Ndao était l'invité de l'émission Kenno Askan Wi. Ses précisions au micro d'Elhadji Malick Cissé. Proposer à l'État du Sénégal de créer un comité. Je propose à l'État du Sénégal de créer un comité de gestion pour rentabiliser le Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Un comité complètement détaché de la Fédération sénégalaise de football. Notre pays va engranger le maximum de ressources pour les prochaines compétitions continentales. Un comité composé d'agents de joueurs, d'experts financiers, des économistes et des sociologues. Il ne faut pas oublier que ces infrastructures construites par le président Macky Sall ont des effets directs et indirects. L'effet direct, c'est par exemple ce que les cimentiers ont gagné dans ces marchés et 2500 stadiers ont été formés sur la gestion de l'infrastructure. L'effet indirect, c'est qu'on peut accueillir dorénavant de grandes manifestations qui auront des impacts sur le tourisme sénégalais. Mais effet indirect, on peut accueillir maintenant de grandes manifestations qui ont un impact sur le tourisme sénégalais.
Retenez également que désormais, grâce au programme de modernisation des villes Promoville, la commune de Gandiaye dispose maintenant de voiries urbaines. Cette route de 1 km 500 est réalisée sur un coût de 600 millions de francs CFA. Le compte rendu d'Adamassar et Astumbaï. Cette route longue d'1 km 500, l'œuvre de Promoville, programme de modernisation des villes du Sénégal, dans la commune de Gandiaye. Le coût du projet s'élève à 600 millions de francs CFA. Promoville a réalisé dans la commune de Gandiaye 1 km 500 de route de voirie urbaine d'une largeur de 7 mètres avec des trottoirs de 1,50 m de part et d'autre, avec un parking de 150 m² au niveau des cimetières de Gandiaye. Cette route relie les cimetières et la route qui mène vers la limite communale de Gandiaye avec la commune de Tchombi. Le coût du projet est estimé à 600 millions de francs CFA pour les 1 km 500. La route est réalisée par FH avec un financement propre de l'État du Sénégal. Parce que si vous regardez la commune de Gandiaye, il n'y avait pas pratiquement de voirie urbaine. C'est la première voirie qu'on a eu à réaliser dans cette commune, qui est réalisée par le programme de modernisation des villes du Sénégal, Promoville. Initialement, il y avait juste une piste de 700 mètres qui reliait la commune de Gandiaye et la commune de Tchombi. Une réalisation qui va impacter l'économie selon le maire de Gandiaye. Oui, ça vient soulager les populations et les usagers, d'autant plus que c'était un axe trop fréquenté parce que ça mène directement vers la commune de Tchombi. C'était un axe qui n'était pas bitumé et ceci permet une meilleure fluidité au niveau de la circulation et ça, comme je l'ai dit aussi, ça impacte sur le plan économique, sur le plan des activités économiques. Et l'autre défi aussi, c'est le défi de l'entretien. Et nous, par rapport à cela, nous avons signé une convention avec le FERA pour l'entretien des routes bitumées et le désensablement des routes. Et nous avons 40 agents qui s'occupent de cela et tous les jours, je crois que le défi de l'entretien sera amplement relevé. Les populations apprécient. Qui sommes ici, qui évoluons ici, nous savons très bien que la goudronnée facilite la fluidité, je veux dire, des actions, aussi bien des camions, des charrettes et des personnes. Ça nous permet, nous qui vendons ici, de pouvoir bien vendre nos marchandises. Le Bretel qui quitte la Nationale 1, qui traverse les cimetières musulmans et chrétiens, qui passe par la grande mosquée et qui va vers les réalisations des Chinois et d'autres exploitants. Vraiment, ça a venu au bon moment quand même. Le programme de modernisation des villes du Sénégal, Promoville, compte étendre ses projets sur l'ensemble du territoire. Et nous revenons sur cette actualité politique Guédiawaye qui attend toujours la formation de l'équipe municipale. Le calme règne à la mairie, même si quelques agents de sécurité, des agents de l'administration et des partisans du nouveau maire Ahmed Aïdara sont sur place. Et pour les membres de son cabinet, tous les services fonctionnent. Ils invitent d'ailleurs le maire sortant à les laisser dérouler. Le reportage de Mamadoussi. Mairie de Guédiawaye, c'est le calme plat. Quelques agents de sécurité et des partisans du nouveau maire juste à l'entrée. Malgré cette situation, Cheikh Yankoba Thiam, membre du cabinet d'Ahmed Aïdara, rassure que tous les services continuent de fonctionner. Les services, c'est des services de l'État. Les services de l'État continuent leur travail. Là, il n'y a pas de souci. Et tous les services marchent comme tous les jours. Hein. Ça marche bien. Depuis lundi, le maire est en train de faire une tournée, de voir tous les services rattachés à la mairie. Du premier au troisième étage, les quelques agents de l'administration que nous avons pu voir font des va-et-vient. Difficile pour eux de briser le silence. La situation politique actuelle de Guédiawaye ne semble pas déranger la nouvelle équipe municipale. Cheikh Yankoba Thiam se veut rassurant pour la suite. Parce que c'est un truc politique. Inch'Allah, dans les jours qui viennent, on va essayer de rassembler le conseil municipal et puis
de l'installer et puis la vie continue. De toutes les situations, le maire, c'est Ahmed Aïdara, c'est la population de Guédiawaye qui l'ont élu. Vieja, lui, n'a pas encore de poste au sein de la mairie, mais il fait partie de la nouvelle équipe. Il invite le maire sortant à être démocrate. Je demande au maire sortant de laisser l'actuel maire dérouler son programme. Son heure est passée. Qu'il attend les échéances à venir. Je suis convaincu qu'Ahmed va travailler. Les populations de Guédiawaye nous attendent. Nous allons travailler pour eux. La situation politique à Guédiawaye plombe l'atmosphère à la mairie. Sur place, les partisans de Ahmed Aïdara sont présents sur les lieux. À notre arrivée, par l'ombre du secrétaire général et de l'actuel maire, la nouvelle équipe reste convaincue que la situation va évoluer. Je vous le disais dans les titres, Younous Emre, c'est le nom du nouveau centre culturel ouvert par la Turquie à Dakar. Les autorités turques veulent ainsi répondre à une demande d'apprentissage de la langue turque, mais surtout faire en sorte que les deux pays se connaissent mieux en matière socio-culturelle. Mamadou Dia. Présent dans une cinquantaine de pays à travers le monde, l'Institut Younous Emre ouvre ses portes à Dakar. Un autre trait d'union entre les peuples sénégalais et turcs. Avant tout, notre but, avant d'apprendre la langue turque, etc., c'est de nous connaître, de vous connaître et de nous connaître en même temps. Donc vous pouvez venir à tout moment. Il n'est pas obligé d'apprendre la langue turque, c'est d'apprendre notre culture, de nous découvrir en même temps. De vous découvrir, de nous découvrir à la fois. Plus de 100 000 personnes ont montré la volonté d'apprendre la langue turque. Selon la directrice, ce centre culturel satisfait désormais ce désir à des tarifs accessibles. Nous avons des cours turcs ouverts pour tous. Vous pouvez venir quand vous voulez ici pour apprendre. Nous avons des organisations culturelles. Nous avons une bibliothèque ouverte pour tous. Le Sénégal fait partie des 9 pays ciblés pour le moment par Younous Emre en Afrique. Le choix n'est pas fortuit. Les Turcs sont convaincus que la langue est un vecteur important pour booster les échanges commerciaux entre les deux pays. Comme nous le dit notre président de la République de Turquie, l'a dit, la langue et le pays est très important dans les relations économiques. C'est pourquoi ça fait part justement que notre institut est ici au Sénégal pour développer les relations économiques, les relations culturelles à la fois. Les personnes qui ne se connaissent pas ne peuvent pas en fait avancer et faire du commerce. C'est pourquoi on a besoin de se connaître avant tout pour pouvoir faire du commerce, pour pouvoir augmenter l'économie des deux côtés. L'Institut Younous Emre porte le nom d'un poète turc. Les cours y sont dispensés en présentiel et en ligne. L'actualité, c'est aussi l'ouverture ce mercredi à Brazzaville du Grand Trophée Médias Africains, un grand rendez-vous de la presse africaine francophone où le Sénégal est bien représenté, en particulier le groupe E-Media Invest avec Adama Anchaba pour le prix présentation télé au grand bonheur du secrétaire général international de RPJ, Abdou Ning, au micro de Chersal. Alors, ce que nous attendons de ces assises, c'est surtout pour que la profession dans chaque pays membre soit très active. C'est-à-dire pour qu'on puisse organiser des manifestations qui tendent à donner encore plus de vigueur à notre profession qui, avec la création de ces réseaux sociaux, est en train de perdre du terrain. Alors nous, au niveau du réseau panafricain du journalisme, nous voulons un journalisme citoyen. C'est le citoyen et nous voulons aller jusqu'à la base. Et comme l'a dit quelqu'un, pourquoi ne pas primer ceux qui font des journaux en langue nationale
plus tard, on va y arriver. J'avais mis en place un jury indépendant pour désigner la présentatrice de la télévision iTélé et le présentateur de RFM. C'est un jury neutre. Les gens ne se connaissaient même pas. Je leur avais demandé chacun de me désigner parmi les présentateurs de radio et télévision les meilleurs présentateurs. Et le résultat est là, et je suis satisfait et je suis fier. Parce que ces groupes qui ont été créés sont animés par de jeunes journalistes, sortant la plupart de mon école, du CESTI. Alors donc, c'est une fierté pour moi que de voir que le Sénégal est bien représenté ici. Et j'ai été très heureux d'entendre beaucoup d'intervenants. Aujourd'hui, on citait notre pays. Vous avez entendu, beaucoup de gens disaient même aimeraient naître sénégalais parce que le débat intellectuel est très élevé au Sénégal grâce, vous savez, à l'ancien président Senghor qui a toujours magnifié la culture. L'actualité ailleurs, c'est d'abord l'Éthiopie avec le Premier ministre Abiy Ahmed qui évoque des négociations possibles avec le TPLF devant la Chambre basse du Parlement aujourd'hui. Abiy Ahmed s'est lancé dans un exercice de justification publique de ce qu'il présente comme une politique d'apaisement de la société après presque 13 mois de grève de guerre contre la rébellion du Tigré. Une décision, souligne-t-il, motivée par le désir d'apporter une paix durable dans son pays. À noter que de probables crimes de guerre et crimes contre l'humanité auraient été commis pendant la guerre du Tigré, selon une enquête des Nations Unies publiée en novembre dernier. Et puis, Corne de l'Afrique, la sécheresse menace 13 millions de personnes. C'est partie du continent qui s'étend du sud de l'Éthiopie au nord du Kenya, en passant par la Somalie, fait face à un épisode de sécheresse qui préoccupe les organisations humanitaires avec près de 13 millions de personnes menacées par la faim. Selon l'ONU, 5,7 millions de personnes ont besoin d'aide alimentaire dans le sud et dans le sud-est de l'Éthiopie, dont un demi-million d'enfants et de mères qui ont besoin d'aide humanitaire, notamment de la nourriture. À présent, notre rubrique découverte, à l'instar de Popongine, le sanctuaire marial d'Elinkine, situé dans le département d'Oussouye, accueille des milliers de pèlerins chaque année. Depuis sa fondation en 2012, le sanctuaire organise au moins 7 rendez-vous diocésains tous les ans. Et tous ceux qui ne peuvent s'y rendre à Popongine convergent vers cette cité religieuse pour vivre leur foi. C'est devenu d'ailleurs pour beaucoup de fidèles un lieu de retraite très prisé par les fidèles de cette zone du Sénégal dans le sud. Hassan Ba pour notre rubrique découverte. Situé à l'entrée du village, le sanctuaire marial d'Elinkine a été fondé en 2010 avec l'arrivée de la grande statue de la Vierge Marie suite à la demande de Monseigneur Mexan Koli à la congrégation. Mais le village d'Elinkine a été longtemps un lieu de pèlerinage pour les fidèles du département de Souyi. Elinkine existait déjà un pèlerinage qui, disons, correspondait à celui de Popongine. Donc depuis 1976 ou 1974 moins, il y avait ces pèlerinages qui accompagnaient ce national. Tous ceux qui ne pouvaient pas aller à Popongine et qui étaient assez lointains, disons, pouvaient venir ici. Donc, en force de ce pèlerinage traditionnel, il a dit de Pentecôte, l'évêque a demandé qu'ici, on puisse vraiment instaurer un lieu de pèlerinage. Situé à 35 km de la capitale départementale Oussouye, le sanctuaire marial d'Elinkine accueille plusieurs pèlerinages dans l'année. Et c'est en 2010 que nous avons commencé le premier pèlerinage diocésain avec l'arrivée de la statue de la Vierge. En 2011, le sanctuaire a été béni. Et disons que voilà, depuis ces temps-là, chaque année, nous vivons 7 ou 8 rendez-vous au niveau diocésain avec les différents pèlerinages qui s'y font, notamment le pèlerinage diocésain, le pèlerinage des enfants, celui d'aujourd'hui, Scout et Guide, le pèlerinage des familles, le pèlerinage des universités et notamment continue le pèlerinage traditionnel
qui est celui du lundi de Pentecôte. Malgré qu'il soit toujours en chantier, le sanctuaire marial d'Elenkin est rentré dans les sites religieuses grâce à l'appui de l'État. Donc le sanctuaire est en train de prendre forme et grâce à l'apport aussi de l'État. Et le site de Linkin est rentré un peu dans les cités religieuses. Donc, en tant que sanctuaire diocésain, nous sommes en train de poursuivre, disons, des œuvres d'équipement et d'aménagement du sanctuaire, et notamment le château d'eau qui est déjà fonctionnel, et bientôt toute la partie du sanctuaire avec l'abri des pèlerins qui est en train de se faire. Le sanctuaire marial d'Elenkin est aussi un lieu de retraite pour beaucoup de chrétiens de la zone qui viennent se confier auprès de la Vierge Marie, leurs problèmes et leurs joies. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne soirée en compagnie des programmes d'ITV.